sur ce formulaire. Une fois cette première ébauche de questions évoquée, j'ai envie de vous reparler un petit peu des points de programme que nous avons travaillé ensemble depuis septembre dernier et que nous avons sorti ce programme en fin janvier, tout début février dernier. Parce que ce programme, l'air de rien, ça fait presque 6 mois qu'il a été distribué auprès de vous, qu'on en a parlé, et bien sûr, beaucoup d'autres choses sont passées depuis, ce qui fait qu'on peut comprendre que vous ne l'ayez pas nécessairement en tête. Ce programme, on l'avait mis en première page, hein. Il a été construit par les ateliers, il est le résultat d'une implication de plus d'une centaine de personnes au total, et il est un appel à continuer ce travail en commun. Ce programme, la première chose que j'ai envie de vous en dire, c'est que manifestement, il est quand même bon. Deux preuves à ça. D'abord en mars, on a découvert début mars, un mois après la distribution de notre programme, qu'un candidat, Arnaud Barou, l'avait recopié à plus de 90%. Si on est recopié, c'est sans doute qu'on est bon. Donc effectivement, ça veut dire qu'Arnaud Barou validait notre programme début mars en le mettant en forme autrement, bien sûr, mais en distribuant exactement les mêmes idées. C'était le premier acte. Et là, depuis quelques jours, dans la ville, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est depuis à midi. Un nouveau programme circule, le programme du maire sortant. Ce document qui fait 12 pages, est à son tour la copie, l'intégration de toutes nos idées un petit peu nouvelles du programme. Alors d'abord, j'ai un souci, parce que au premier tour, le maire avait distribué ça comme programme. C'était un 4 pages. Il y avait peu de choses, comme à son habitude. Peu d'engagement, c'est plus sûr. Programme de 4 pages. Au deuxième tour, c'est un programme de 12 pages. Alors ma première question, c'est, monsieur le maire, lequel des deux programmes est le bon ? Je me pose la question tout de même. Et deuxième chose, c'est pas une question, c'est une remarque. Merci monsieur le maire, ça veut donc dire que nos idées sont bonnes puisque vous les avez reprises. En général, il vaut toujours mieux se fier à l'original plutôt qu'aux copies. Qu'est-ce que je remarque de particulièrement étonnant dans ces points de programme qui ont été repris ? D'abord, tout d'un coup, il y a des gens autour de nous qui deviennent très 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 sensibles aux questions environnementales, aux problèmes d'urbanisme, à l'urgence climatique, alors qu'ils n'en ont que très peu parlé auparavant. Moi, je veux bien retrouver maintenant dans le programme du maire sortant l'appel au circuit court, l'appel à planter des arbres, l'appel à isoler, l'appel à récupérer l'eau de pluie, etc. Toutes ces choses-là. C'est à peu près comme l'idée des jardins familiaux il y a 10 ans ou 12 ans maintenant. Le problème, c'est que quand on prend à quelqu'un d'autre une idée sans la maîtriser, sans la connaître vraiment, sans avoir travaillé le sujet, il y a fort à parier que d'abord ensuite on puisse l'oublier et que en plus on ne la maîtrise pas tant que cela, c'est-à-dire que si la situation change, celui qui a copié ne saura pas bien quoi faire. C'est quand même un vrai problème. L'adaptabilité à l'évolution de la situation risque de ne pas être là. Alors que, honnêtement, sur ces sujets-là, ce sont des vrais sujets très importants. La première idée sur laquelle j'insisterai, c'est que, quand même, aujourd'hui, mi-2020, c'est un sujet tellement important. On dispose d'une tonne de rapports de toutes sortes, bien sûr le GIEC en particulier, mais beaucoup d'autres. Ça fait des années qu'il y a maintenant des formations qui se sont montées. Il y a des gens compétents pour travailler sur tous ces sujets. On ne s'amuse pas tout seul à copier une idée par-ci par-là et à faire sa liste au Père Noël, ses courses, et en piochant cette idée-là j'en veux bien, cette idée-là j'en veux pas. Ça n'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on monte un programme pour répondre à l'urgence climatique. Donc qu'est-ce qu'on a dit nous ? On a dit plusieurs choses. Et là, j'attrape
mon document, pour notre document, vous montrer l'intérieur de notre programme. Tout ce qui est en vert, c'était l'exposé de nos réflexions sur comment répondre, au tout début au moins, à l'urgence climatique. Et ça commence par quoi? Ça commence par l'idée qu'il faut définir une stratégie climat. C'est-à-dire, on ne fait pas 3-4 petites mesures par-ci par-là, on monte une stratégie climat cohérente. Et on n'a pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait aider par les gens compétents pour monter une stratégie climat correcte, qui tienne la route. En cohérence avec celle de notre agglomération, bien sûr. En cohérence avec celle du département, bien sûr, de la région, etc., ou du gouvernement. Mais on monte notre stratégie climat. Et puis, deuxième chose, je sais que c'est un sujet d'intérêt pour énormément de gens parmi les habitants de Bondoufle. Là aussi, il faut monter la structure pour travailler ce sujet ensemble et se contrôler les uns les autres, vérifier qu'on ne fait pas que propager des paroles qui sont du vent, mais faire concrètement. Et pour permettre cela, on a écrit dans l'encadré général de notre programme, là-dessus, qu'on ferait chaque année un forum sur le climat. Un forum sur le climat, c'est le rendez-vous annuel, j'allais dire un peu le bilan qualité de ce qu'on a fait, c'est-à-dire où en est-on du projet, du montage de la stratégie d'abord, qu'est-ce qu'on réalise, quels sont les jalons que l'on a déjà atteints et qu'est-ce qui reste à faire. Éventuellement, on peut se rendre compte dans ces forums annuels qu'on a besoin de modifier notre plan, d'intégrer des nouvelles orientations, parce qu'il peut y avoir d'autres urgences qui arrivent en cours de route, on vient d'en vivre aussi quand même. Et à ce moment-là, on sera à la fois déterminé, mais adaptable. Donc c'est quelque chose d'important. Donc je ne reprends pas tout ce qui est là, évidemment, sur la réduction de notre consommation carbone, les problèmes d'énergie, les problèmes d'isolation, etc. Je peux vous dire que j'ai une préoccupation quand même, c'est que la situation actuelle, ces derniers mois, m'ont inspiré deux choses. D'abord, peut-être que si enfin on avait pris au sérieux partout, à tous les niveaux, national, départemental et local dans les villes, cette urgence climatique, peut-être qu'on ne vivrait pas les mêmes épisodes climatiques ou des pandémies comme celle qu'on vient de vivre. Première remarque. Donc, même si la crise arrive, même si on va avoir besoin de mobiliser de l'argent sur d'autres choses, et en particulier toute la solidarité auprès des habitants touchés, ou toute la solidarité vis-à-vis des entreprises affectées, et il y en aura beaucoup de part et d'autre. Même s'il y a cette urgence économique et sociale, il ne faut pas faire disparaître l'urgence climatique, ce serait une erreur absolue pour moi, puisqu'elle est en partie à l'origine de ces difficultés-là. Donc il ne faut pas la faire disparaître. Cette thématique restera pour nous l'une des plus urgentes. Et elle m'inspire autre chose, c'est que vous avez sûrement entendu comme moi tous les prévisionnistes nous dire que probablement, même si aujourd'hui on n'en est pas convaincu, mais probablement nous devrons affronter une canicule cet été. C'est dit très régulièrement. Sauf que canicule cet été, on est encore, comme l'été précédent, comme l'été encore précédent, sans solution pour essayer d'empêcher nos classes d'atteindre des températures effrayantes. On n'a toujours pas mis en place de protection pour isoler les fenêtres des écoles. On n'a rien de tout cela. On n'a pas les voiles d'hivernage, on n'a pas plus d'arbres dans la cour, on n'a pas, etc. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci, évidemment. Donc, il faudra s'atteler à ça, parce que ça sera quand même assez urgent. Sur cette question environnementale, urbanisme, le contexte actuel, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre programme sur lequel je souhaite réattirer votre attention? C'était dans notre document, cette fois dans cette version-là, à l'accordéon, on avait une rubrique sur environnement et urbanisme, qui était une rubrique qui était liée au fait que, au début de l'année 2020, la ville, l'équipe sortante, a fait voter en toute fin de mandat le PLU dont elle avait lancé la révision en 2014, au début de ce mandat. C'est-à-dire que c'était une activité qui aura pris 6 ans. Et nous avons beaucoup discuté de ce PLU, des projets municipaux autour du PLU. Franchement,
quand on a vu l'épisode climatique ou de pandémie que l'on vient de passer, puisque c'est lié tout cela, plus que jamais, je pense que les points qu'on avait pointés dans le PLU doivent être repris. Il y a quels éléments en particulier? Vous vous souvenez, pour certains nombres d'entre vous, nous avions lancé par exemple une pétition pour empêcher que l'un des 2 derniers champs cultivés qui nous restent à Bondoufle, il n'y en a plus beaucoup, 2, celui de Bois-Bailleul, soit sacrifié, urbanisé, bétonisé, pour y faire quoi? Pour y déplacer les ateliers de la TIS, une entreprise qui nous est indispensable, on est d'accord, mais la TIS est aujourd'hui de l'autre côté de la ville, à l'ouest. Elle manque de place et elle trouve que ce champ de ce côté-là est beaucoup plus grand et beaucoup plus fonctionnel. Enfin, fonctionnel, il faut y construire tout, bien sûr. Nous nous opposons à ce projet-là. En disant, c'est clair, la TIS doit pouvoir rester sur notre territoire, mais aujourd'hui, un champ, un espace agricole, est un espace à préserver. Ça n'est pas de la terre gratuite, bon marché, facile à utiliser. Et nous demandons que soit réétudiée l'implantation de la TIS dans les zones d'activité. Quand on se promène, on le fait comme vous, dans notre ville, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà aujourd'hui, la TIS qui est donc installée rue du Canal, la TIS a d'ores et déjà étendu là-bas son implantation, agrandi des parkings. Il y a d'ailleurs des locaux vides à côté de la TIS. Et c'est comme cela qu'on renforce cette demande pressante de dire la TIS, nous y tenons, c'est important, mais la TIS doit rester probablement dans une des zones d'activité autour de l'endroit où elle est aujourd'hui. En tout cas, un espace agricole est utile. On a bien vu les uns et les autres, comme il nous manquait quand même de disposer à Bondoufle de maraîchers pendant le confinement, pouvant nous produire localement un certain nombre de légumes ou de fruits d'ailleurs. Bondoufle a eu des maraîchers jusqu'aux années 80. Il est grand temps de faire revenir des maraîchers localement. Le deuxième champ qui reste d'ailleurs, c'est celui qui est à la limite avec le Plessis-Pâté, dans le prolongement au sud du Grand Parc. Dans le PLU, de la même façon, cet espace-là n'est pas préservé en tant qu'espace agricole. Il est à urbaniser, certes à long terme, mais il est à urbaniser. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est plus en 2010 ou on n'est plus en 2000. Partout, il y a cet objectif de zéro artificialisation nette. On ne doit plus manger les terres agricoles n'importe comment. Il faut les préserver. Je pourrais en développer beaucoup, des points qu'on avait évoqués à ce moment-là, mais la révision du PLU sera donc une urgence pour nous. D'autant plus que, en dehors des terres agricoles, la révision du PLU, c'est aussi le moyen de revenir sur des règles d'urbanisme qui ne sont pas des règles raisonnables, pas adaptées à notre commune. Le PLU, d'étape en étape, de micro-révision en micro-révision, a permis aux promoteurs de construire de plus en plus haut, au Grand Parc en particulier, et vous l'avez remarqué comme nous, de plus en plus dense, de plus en plus serré. Et tout de même, la dernière tranche du Grand Parc, pas celle d'avant, la dernière tranche est une tranche qui peut faire peur. D'abord, elle a atteint l'équivalent de 5 étages, alors qu'on est dans une ville où la ville s'était engagée au début de ce projet à ne pas dépasser les hauteurs initiales de Bondoufle. Vous voyez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient peut-être. Dans le genre des promesses non tenues, celle-là est superbe quand même. La ville s'y était engagée, elle ne l'a pas fait. Elle a d'abord autorisé des 4 étages, et puis maintenant, dans les nouvelles constructions, elle autorise les 5. Et la question c'est, jusqu'où ira-t-on? Donc non, ce PLU doit être repris, bien sûr, pour pouvoir revenir à des normes d'urbanisme et des règles qui soient celles qui correspondent à notre ville. Sur l'urbanisme et l'environnement, je vous invite à relire notre document. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre très rapidement de notre programme? Nous avions 2 autres axes importants. J'ai déjà pas mal reparlé de la démocratie participative, je ne vais pas y revenir. Il y a la question de la solidarité et du vivre ensemble. La solidarité, le vivre ensemble, la fraternité, c'est une idée générale, on l'avait mis dans le document, qui est simplement que chacun doit pouvoir, dans une ville,
avoir sa place. Avoir sa place, qu'on soit très jeune ou qu'on soit âgé, qu'on soit célibataire ou qu'on soit parent d'une famille, et même d'une famille nombreuse, qu'on soit salarié ou au chômage, qu'on soit artisan ou qu'on soit cadre supérieur. Et j'en passe, et évidemment de toutes les catégories. Donc chacun doit avoir une place. Sur la solidarité, les quelques éléments qu'on peut dire, d'abord c'est que on vient de vivre une crise sanitaire qui percute nos systèmes de solidarité. Et on vient de voir que la solidarité dans un pays comme le nôtre, en France, elle passe quand même d'abord aussi par nos systèmes publics, nos services publics et nos systèmes de protection sociale. Sans doute qu'il faut quand même les uns et les autres être vigilants pour qu'ils soient protégés. Hier, il y avait quand même une journée pour le soutien de la santé, et en particulier de l'hôpital public. Ça semble quelque chose d'important. Au-delà de ça, il y a des responsabilités au niveau local. Au niveau local, une ville, elle a d'abord l'obligation d'avoir un centre communal d'action sociale, un CCAS. Celui de notre commune est étonnant parce que il n'y a pas de secrétariat dédié à plein temps à cette activité-là. Quand on est élu, représentant de l'opposition, je l'ai été un certain nombre d'années, d'autres de mon équipe sont aujourd'hui élus dans ce CCAS. On a une réunion de temps en temps qui étudie quelques dossiers par-ci par-là, et notre CCAS a chaque année un budget excédentaire, c'est-à-dire qu'il ne dépense que la moitié du budget qui lui est affecté. On peut sûrement faire mieux. Sur la solidarité, je dirais que, par exemple, c'est quand même là que j'ai été aussi un petit peu sidérée de voir des points de notre programme qui sont dans une optique à la fois de souci de l'éducation et quand même de solidarité, repris par le candidat Jean Hartz dans son nouveau document distribué en ce moment. Il propose ce qu'on avait dit fin janvier, c'est-à-dire la distribution par la ville des goûters à l'école en fin de journée. Là aussi, c'est comme pour tout le reste. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça depuis 20 ans Quel culot quand même de venir de façon aussi flagrante se servir dans notre programme. Mais effectivement, ça traduit quand même une question sur laquelle on reviendra et je vous en reparlerai la semaine prochaine. Oui, les enfants ont besoin de bien se nourrir. Les repas à la cantine le midi et au goûter doivent être de qualité. Il y va de l'éducation des enfants, de leur capacité à bien travailler toute la journée, de rester concentrés, etc. Donc oui, c'est une question importante. Mais on ne la traite pas comme ça en mettant en bas d'un programme qu'on va offrir des goûters. Nous, on l'a mis dans notre programme, mais parce que c'était à la suite d'un autre point, qui était le travail sur la restauration scolaire. Ce travail sur la restauration scolaire, d'abord, il est lié au fait que c'est une préoccupation ancienne pour un certain nombre d'entre nous, de permettre d'apprendre aux enfants à se nourrir correctement, de permettre d'accéder aux aliments bio dans les écoles, dans la cantine. J'ai une autre préoccupation qui a été développée ces derniers jours. Je peux vous annoncer que j'ai signé la charte qui circule sur Internet, qui est la charte pour une cantine sans plastique. J'ai envoyé, bien sûr, ma signature, parce que le plastique à la cantine est un vrai souci. Derrière le plastique, on peut se dire, c'est de la facilité, évidemment. Là, en période de Covid, le plastique pouvait apparaître comme étant une sécurité. Le plastique a quelque chose à voir avec la santé de nos enfants. Le plastique fait partie de ce qui génère les perturbateurs endocriniens. Le plastique est un souci de santé publique. Donc, à la cantine, nous devons avoir une attitude déterminée pour lutter contre le plastique auprès du prestataire de service qui fait les repas de la cantine. Mais de la même façon, nous aurons une attitude déterminée vis-à-vis du bio, vis-à-vis de la qualité des repas, etc. Je l'avais dit en mars, des parents d'élèves de toutes les écoles avaient envoyé des courriers aux candidats. J'avais reçu, comme tous les candidats, ce courrier-là, une interpellation de parents élus dans toutes les écoles. J'ai fait une réponse aux parents élus. Je pense que les parents élus l'ont fait circuler auprès des différents groupes scolaires, parce qu'effectivement, ça me paraît un sujet important. Dans l'état d'esprit qui est le nôtre, étant donné la façon dont on veut procéder, je ne dirais pas, moi toute seule, je décide que la proportion de bio sera tel pourcentage ou que le plastique va diminuer de moitié, etc. Non.
nous monterons une commission à laquelle participeront bien sûr les représentants du prestataire, mais les parents d'élèves et bien sûr des représentants des écoles. Hein. Et c'est cette commission qui fera le travail. En fait, c'est un élargissement de ce que les parents d'élèves ont déjà commencé. Ils l'ont commencé tout seuls. Simplement, ils ne peuvent pas tout seuls arriver à la concrétisation de leur projet. Il faut bien entendu que la mairie soit partie prenante puisque c'est la mairie qui organise la cantine, c'est dans ses responsabilités. Donc voilà, par exemple, c'est aussi un signe de solidarité pour moi. Il y a la solidarité vis-à-vis de nos aînés, j'en ai déjà parlé souvent. J'aimerais d'ailleurs là aussi que les fake news sur ce sujet cessent. De même que je n'ai pas décidé toute seule, parce que ça n'est pas comme ça que je procéderai, ce que l'on fera du club senior. Je n'ai pas plus décidé d'ailleurs non plus qu'on supprimera ou pas les mètres carrés disponibles pour la petite enfance. J'ai dit que pour les uns et pour les autres, qui doivent avoir une place cohérente, conséquente, celle qui leur revient dans la ville, nous déciderons ensemble de ce qui est préférable, en prenant en compte les besoins de tous. Voilà un certain nombre d'idées sur nos différents axes. Alors les axes, effectivement, vous les trouvez à l'intérieur de ce document. Nos 3 axes sur la démocratie participative, sur l'urgence climatique et sur la solidarité ou la fraternité. Et puis tous les thèmes qu'on avait développés dans ce programme. Ce programme qui a 6 mois maintenant, qui est un programme destiné à tenir, évidemment, à donner les grandes orientations sur un mandat complet, voire au-delà du mandat. On n'est pas des gens complètement naïfs, évidemment. On sait bien que dans un programme comme ça, d'abord, on ne peut pas tout faire demain. C'est-à-dire que un des exercices essentiels, c'est de définir très vite quelles sont les priorités. Ça, je vous propose qu'on en reparle la semaine prochaine, au prochain live que nous allons faire. Et effectivement, entre-temps, ce qui va être intéressant, c'est que ce programme, qui est un petit peu ancien maintenant, eh bien, on a fait comme d'autres, on l'a fait réimprimer parce qu'il est trop vieux. Il se trouve qu'on avait choisi un format de programme qui n'est pas coûteux, qui est très simple à monter. Donc, on l'a fait réimprimer et la distribution va commencer va être faite dans les 2 jours qui viennent. Comme toujours, distribution faite par tous les bénévoles de l'équipe. Donc, ce programme, vous pourrez le relire. Et du coup, d'ici le prochain live de la semaine prochaine, vous pourrez alimenter le forum par d'autres questions. Bien entendu. Et puis nous, d'ici là, on vous dira aussi comment on pense organiser le début de notre mandat pour vous donner des idées plus précises. D'accord ? Plus précises. Donc vous pourrez de nouveau interagir avec nous sur ces questions-là. Donc c'est vrai que je ne sais pas si j'ai encore le temps, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, l'air de rien. J'ai vu quand même qu'il y avait eu d'autres questions posées sur le site. Dans les questions qui arrivent, peut-être qu'on ne les reprendra pas la semaine prochaine, donc il est peut-être logique que je vous dise 2 mots maintenant, par exemple, l'une des questions portait là-dessus, de cette fameuse nouvelle école qui est annoncée, qui doit voir le jour. Et la question qui m'a été formulée, c'est une nouvelle école doit voir le jour, alors que certaines des écoles existantes sont plutôt laissées à l'abandon, pas ou peu d'entretien pendant tant d'années. Sur cette question-là, et très rapidement, je vous dirai 2 choses. Si vous regardez dans notre programme, le premier point qu'on avait mis sur les écoles, en haut, en chapitre introductif, c'était que nous serons à l'écoute de tous et que nous commencerons par un audit de tous les groupes scolaires. Moi, je veux que des personnes extérieures, ni les élus, ni les services techniques qui ont l'habitude de voir nos locaux depuis toujours, ni peut-être même pas seulement les parents d'élèves, effectivement, des extérieurs, un audit, nous disent « Attention, à tel endroit, il y a danger ». Et pourquoi cet audit? C'est quand même que, on n'est pas fou, il y a tout de même une préoccupation majeure que l'on a, et c'est juste quelque chose qui saute aux yeux. Il y a des travaux à faire en urgence dans toutes les écoles, ou presque. Non, Mermoz a été plus rénové que les autres, bien sûr. Mais dans les 3 autres groupes scolaires, il y a des choses en attente depuis longtemps. Mais à Saint-Exupéry, il me semble qu'il y a un vrai danger. Qu'il y a là une école qui a quand même des problèmes majeurs de sécurité des enfants et des personnels qui sont à l'intérieur.
Autrement dit, moi je n'ai pas les compétences pour dire si telle ou telle fissure est grave ou pas. Hein. Je veux que quelqu'un passe et observe la situation et nous fasse un rapport. Et c'est en fonction de ça qu'on tranchera. Donc d'abord un audit. Deuxièmement, le groupe scolaire, on n'en a rien vu. Les uns et les autres. On a vu un schéma, un dessin fait par un cabinet d'architectes. On ne connaît même pas le plan de l'école, la répartition des classes, etc. La seule chose que je peux vous en dire, c'est qu'un jour en conseil municipal, la seule chose qu'on en a vu, c'est le vote des subventions, un petit peu, hein, pour aider à la construction. On a découvert qu'il était prévu initialement 3 classes en maternelle et au démarrage 4 classes en élémentaire. Et que nous nous sommes battus, nous, les gens de mon équipe, pour qu'au moins il y ait 5 classes en élémentaire, c'est-à-dire une par niveau. Ces 5 classes en élémentaire, je suis sûre qu'avec les 3 de maternelle, hein, l'ensemble, je suis sûre que dans le contexte actuel, ça n'est pas assez. Et ce qui m'inquiète, c'est quand même que le projet initial du Grand Parc, il était avec un groupe scolaire de 10, 11, 12 classes. On est tombé à 8 au total. Or, regardez la situation actuelle. D'une part, quand on est en zone d'éducation prioritaire, qu'est-ce qui arrive? L'éducation nationale demande au maire tout d'un coup de dédoubler des classes. Ah, si vous avez une classe par niveau, vous faites comment pour dédoubler des classes? C'est impossible. Deuxièmement, on a bien vu là, avec une période de confinement, etc., qu'est-ce qui est demandé? Répartir les élèves par plus petits groupes que la classe. À ce moment-là, il faut des locaux disponibles à côté. Donc il faudra revoir ce programme du 5e groupe scolaire. C'est une évidence. Je vois arriver une dernière question. Bondoufle a-t-elle les moyens d'avoir une piscine? Je pense avoir répondu à cette question au début, mais peut-être que vous n'étiez pas encore sur le live à ce moment-là. Je redis bien, les piscines ne sont pas dans les compétences des villes, dans notre agglomération, mais dans celles des agglomérations. Et c'est un projet de l'agglomération de construire une piscine et pas de la ville. D'accord? L'agglomération a même eu droit à une pleine page du Parisien au mois de mars pour expliquer ce projet. Donc je n'y reviens pas. J'en parle comme d'autres parce que l'agglo en parle. C'est tout. Alors, après cela, en conclusion pour aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion, hein, on se voit tous les jours, on circule dans la ville, donc on peut rediscuter sans arrêt. Et vous savez que l'adresse mail, le site internet, etc., tout ça vous est ouvert. Mais en conclusion, pour ce soir, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que pour mettre en œuvre le programme qui manifestement fait l'unanimité sur cette ville, j'aurais tendance à vous dire, choisissez l'original, c'est celui que vous avez monté vous-même, c'est celui qui a été monté par les Bondouflois et celui qu'on vous a présenté. Les gens qui font du copier-coller sont doués techniquement peut-être pour faire du copier-coller, mais n'ont pas d'imagination. Donc, votez pour nous, bien sûr, bien sûr. J'aurais tendance à dire, ne vous laissez pas perturber par toutes les fausses annonces, par toutes les rumeurs. On va vous parler de notre incompétence, on va vous parler de tout cela. Jugeons sur pièce, et on aura l'occasion d'en reparler. Là-dessus, je ne suis pas très inquiète. Et moi, je fais surtout un appel à ce que vous vous souveniez qu'on a dit que tout ce qu'on avait envie de faire, on voulait le faire avec vous. Moi, je conclurai aujourd'hui en disant que je ne souhaite pas être une mère qui, à l'image de mes 2 concurrents dans le fond, soient des gens qui aient envie du pouvoir pour décider seuls. Ça n'est pas ma nature, tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, ce que je souhaite, c'est travailler avec tous les volontaires pour faire avancer notre ville. C'est pour ça qu'on vous invitera à participer à ces discussions. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose que, après ces à peu près 3/4 d'heure quand même, déjà, on s'en tienne là pour ce soir. J'insiste pour dire que vous pouvez continuer à m'interpeller. Je réponds aux mails. Sur Facebook, je réponds aussi. On se croise beaucoup, donc vous pouvez interpeller d'ailleurs tous ceux de mon équipe que vous voyez circuler. Vous avez vu nos vélos, nos triporteurs, etc. Je le rappelle, hein, je l'avais dit la semaine dernière, mais nous avons adopté nos techniques de campagne aux nouvelles modalités. Au jour d'aujourd'hui, comme on dit, maladroitement, puisque c'est pas tout à fait la formule littéraire, mais à l'heure actuelle, les règles sanitaires sont toujours qu'on ne doit pas rassembler plus de 10 personnes au même endroit, donc nous avons abandonné les réunions publiques et les barnums. D'où nos circulations à vélo. Et du coup, eh bien, pour ce soir, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, et puis à vous dire à très bientôt.
Pour la semaine prochaine, rendez-vous au prochain rendez-vous aussi sur le site pour vos questions. Merci à vous. Au revoir. D'accord, ça y est. Il est énorme ce décalage quand même.